Nous avons organisé le samedi 16 mars 2024 au Ciné-Théâtre Le Rex de Valréas dans le Vaucluse une journée festival autour de notre film Tous résistants dans l'âme. Le programme de cette merveilleuse journée qui s'est tenue de 9h à 19h fut un cycle de 4 tables rondes avec 4 intervenants du film en interaction avec le public et animés par moi-même, Stéphane Chatry et Louis Fouché. Après le discours d'inauguration, nous avons eu une première table ronde sur le thème de l'autonomie alimentaire avec l'ethnobotaniste, écrivain, éditeur, paysan et j'en passe, Bernard Bertrand. La seconde fut sur le thème du low-tech avec le célèbre inventeur et youtubeur Barnabé Chaillot. La troisième fut sur le thème de la médecine conventionnelle avec le célèbre professeur Christian Perron. Puis la quatrième et dernière table ronde sur le thème de la santé intégrative avec Fabien Moine, hygiéniste, auteur, éditeur, vidéaste et distributeur de notre film. Nous avons clôturé cette merveilleuse journée en musique avec un formidable concert avec Ingrid Courrèges, accompagné de 2 des artistes du film, Eric Scarbarou et Wilfried Barueco. Nous sommes très heureux de vous partager cette merveilleuse journée sur Ethique TV en 5 épisodes. Une première vidéo avec le discours inaugural, suivi des 4 vidéos des tables rondes. Merci encore du fond du cœur pour vos innombrables encouragements et votre précieux soutien. Merci d'accueillir Fabien Moine. Avec le même suite que dans le film. Cohérence. Il en a qu'un. En fait, soit on peut se dire que je l'ai pensé, soit on peut se dire que j'en ai qu'un. Qu'est troué depuis. Non, c'est évidemment un clin d'œil au film, et puis c'est aussi un clin d'œil à cette une amie médecin généraliste qui me l'a offert, et c'est aussi pour ça que je l'avais porté au moment de porter ce témoignage à l'écran, de dire on est ensemble, elle fait un travail de fond de son côté, moi du mien, Stéphane du sien, Louis du sien, et voilà. Le message aussi sur le suite est important. Faire maintenant parce que tu peux nous le traduire in English. Alors do it now, sometimes later becomes never. Donc faisons les choses maintenant parce que des fois plus tard ça devient jamais. Donc voilà. Tu étais bien parti. Hein. Vous vous connaissez un petit peu, donc je vais vous laisser partir tous les deux. Eh bien, je réfléchissais là à quoi échanger sur la santé intégrative, parce qu'évidemment, une demi-heure, ça fait peu pour dire tout ce qu'il y a à partager autour de cette magnifique approche. Et en définitive, je suis désolé, hein, vous allez être bouilli, donc je vais essayer de vous énergiser avant la musique, parce que là, vous avez mangé quand même beaucoup d'informations. Je voulais aussi remercier Wilfried Barueco, comme Stéphane l'a fait, mais pour d'autres raisons. Je lui avais demandé de finaliser le générique de fin de mon film Suspendu des soignants entre deux mondes, où il y a Carole et Louis qui figurent dedans, qui sont là aujourd'hui. Je voulais vraiment qu'il y ait cette notion d'espoir très fort. Et le film finit. Évidemment, il y a le constat de déploration toujours systémique, le témoignage qui est fait par les 7 soignants qui ont été suspendus, qui est assez dramatique, avec une apogée où j'avais interviewé Louis spécifiquement. Il y a évidemment son témoignage personnel, mais son analyse systémique qui a beaucoup été partagée, qu'il a beaucoup partagé, comme un paroxysme de l'absurdité du système de santé dans lequel on est, et qui ne peut pas échapper au constat qu'il est en plein effondrement et qu'il est dans son dernier râle. C'est normal de voir dans les journaux qu'on peut mourir aux urgences. Ce n'est plus révoltant de voir qu'on peut mourir aux urgences. Ce n'est plus révoltant de mettre 11, 12, 13 mois pour avoir un rendez-vous chez le cardiologue ou le gastro-entérologue ou les pathologues. Tout ceci n'est plus révoltant. Et donc il y avait l'idée de faire prendre conscience de cela, il y a 2 ans maintenant, et de finir évidemment sur une note d'espoir où il y a Louis juste avec sa voix et de la danse, quelque chose de très inspirant, qui montre la voix, et la chanson de Barueco, Hope, donc espoir, hein, désolé, hein,
on est bouffé par les Anglais. Mais l'idée, c'était de diffuser de l'espoir. Et pour moi, la médecine intégrative, c'est l'espoir. C'est l'espoir très rationnel. C'est pas quelque chose de lointain, c'est quelque chose qui est déjà ici. Je parlais cette semaine avec une personne qui organise un congrès de santé intégrative à la rentrée, et elle me dit, je sais pas si c'est moi, parce que je baigne là-dedans, mais j'ai l'impression que le mot de santé intégrative, je l'entends de plus en plus. Et je dis non, c'est pas toi. En fait, ça se passe. Elle me dit que les 3 CHU de sa grande ville, je vais pas le dire pour pas qu'elle se fasse emmerder parce que c'est dans ma bouche, mais ont adhéré à son projet de congrès de santé intégrative, avec des oncologues, etc. Et donc ça s'anime. Et je regardais là les 6 prochains week-ends, je fais des conférences et des interventions. Et la plupart, ce sont avec des médecins. Mais ce sont avec des médecins que je n'aurais jamais rencontrés sans ce déclencheur, ce catalyseur crise Covid, qui a tout pulvérisé et qui est en train de reposer, de refragmenter les choses. Et donc, si vous êtes là, c'est que vous voyez qu'il y a des choses qui sont en train de construire, c'est que vous mettez de l'énergie à la construction. Et donc, en définitive, des conférences avec Louis, que j'aurais jamais rencontré s'il n'y avait pas eu la crise Covid. Des prises de parole avec Louis et Christian Perron, qui étaient là juste avant. Christian, si tu n'étais pas fait mettre de côté, s'il n'avait pas pris position, on n'aurait jamais pu voir ça. Une autre avec le professeur Joyeux, qui s'est fait joyeusement dégager de l'ordre des médecins. Et donc, l'année dernière, on était au même endroit, au même instant, dans un congrès. Puis, donc, lui, c'était un médecin qui mettait les patients en danger pour questionner ce qu'il ne fallait pas questionner. Moi, j'étais un gourou charlatan, complotiste, confusionniste. Et je dis, du coup, est-ce que ça te dit qu'on fasse une conférence ensemble entre parias? Et donc, il a explosé de rire. Il me dit, ouais, carrément, allons-y. Et donc, ça ne se serait jamais passé parce que lui comme moi n'aurions pas pu prendre position, puis on aurait chacun, Louis, Christian, Henri et moi, fait nos pratiques dans nos chemins tracés. Moi sur le jeûne et la diététique, anesthésie-réanimation, coordination administrative pour Christian, et puis la diététique pour Henri. Et je me dis, c'est quand même formidable, parce que de ce chamboulement-là gigantesque naît des projets. Et ça, c'est l'espoir. Et c'est l'espoir très concret, très immédiat. Et donc, ça pullule partout. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est la seule chose désirable qui soit. Qui n'a pas envie de se faire soigner par un collège de praticiens qui a de l'expérience, de la connaissance, qui, mises les unes au bout des autres, forment un diagnostic respectueux? Quand je parlais d'émotions, alors bien sûr, on a synthétisé au montage, mais le but, c'est de parler qu'un individu, c'est pas juste un système digestif, des brins d'ADN et un système immunitaire. C'est évidemment des émotions, c'est évidemment des déceptions, des tristesses, des traumas cristallisés et des aspirations spirituelles, par exemple. Et donc, tout cela, si on n'a pas l'espace pour le déposer dans les 10 minutes chez le médecin, on repart avec une frustration et on s'éteint. On se rintrie peu à peu et on oublie qu'on est cet être subtil avec des grands désirs, des grandes attentes, et où on sait que peut-être notre symptôme dépend d'une cause psycho-émotionnelle, d'un déséquilibre psychologique ou d'une non-réalisation spirituelle. Et donc dès l'instant que le mot de santé intégrative, qui fait peur pour beaucoup de soignants, comme le mot holistique est classé sous surveillance des sectes, c'est vrai, hein, il y a des associations de santé holistique, de médecins qui ont dû changer de nom parce qu'ils se faisaient chasser par la Mivilude. Eh bien, en définitive, ça fait peur parce que ça complexifie les choses. Hier, j'étais avec un auteur de ma maison d'édition, il me dit, il y a un article qui va sortir samedi dans l'Équipe Magazine, donc il sort aujourd'hui, tu vas être nommé dedans, et le journaliste lui dit, donc vous êtes un auteur de sport, vous avez écrit sur le Yémen dans une maison d'édition qui parle de santé. Et le journaliste lui dit Camoulox. Et je reste quoi? Je dis mais putain, il est vraiment con en fait. Alors hier j'échangeais avec Barnabé Chaillot, et c'est marrant, on est arrivé au même constat, c'était que la connerie était un droit. Et moi il me dit ça me soulage vachement. Et moi pareil, ça m'a enlevé. Et je dis ouais. En fait, là, il y a une complexité qui lui est proposée. Alors, il ne lit pas les bouquins, parce qu'il est paresseux. Et il ne comprend pas que des humains peuvent se mettre en interaction
et créer, générer quelque chose en dehors de leur champ de compétences. Ce n'est pas impossible. Et donc lui, il s'en moque. Il s'en moque littéralement. Et donc il dit, bah, tu seras présenté comme un éditeur confusionniste et conspirationniste. Je dis, bon, bah, pourquoi pas, quoi. Et en fait, c'est souvent ça, quand on parle de complexité, de pensée complexe, la plupart des personnes sont dérangées par la complexité et vont dire, c'est de la confusion. Quand tu tentes de faire des liens, des passerelles, quand tu tentes d'établir des connexions avec des endroits séparés, ça devient suspect. Alors qu'en fait, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est ce que Stéphane et Louis, dans l'écriture de ce documentaire, ont cherché à faire. Et moi, c'est ce que j'ai cherché à faire tout le temps dans mon apprentissage. Quand je parlais de l'Inde, c'est ça qui m'a déclenché. Je me suis dit, je vais aller loin pour comprendre ce qui se passe hors culture, hors contexte, hors a priori. Et donc là-bas, j'ai vu la pratique homéopathique, j'ai vu la pratique naturopathique, j'ai vu la pratique chirurgicale, j'ai vu la pratique de diagnostic complètement différent, et ça m'a défragmenté. Je suis revenu dans un autre contexte en me dire comment faire. Eh ben, il faut que j'aille vers l'autre. C'est pour ça que j'ai été formé par un biologiste, mais par des médecins généralistes, et également qui avaient pratiqué, qui avaient œuvré, qui avaient mis les mains dans le cambouis, et pour qui le résultat était clair et net. Il faut se mettre en lien. On n'a pas le temps de tout apprendre dans une vie. On ne peut pas. Donc, tu as un champ de connaissances limité, tu as un champ d'expérience limité. Mets-toi en lien avec les gens qui ont la même aspiration que toi. Et du coup, cet élément catalyseur Covid qui a rebattu les cartes avec d'un côté ceux qui sont tétanisés pour l'instant avant de se mettre en mouvement, d'autres qui sont recroquevillés, rintris, et d'autres qui se disent « j'ai envie de vivre », c'est un moment extraordinaire d'accélération de cette pratique de santé au moment même où il y a un effondrement, ce qui fait que par opportunisme, et des praticiens de santé et des personnes du grand public vont aller vers cette voie-là qui semble la plus respectueuse. Donc c'est un espoir qui est très concret, qui est très immédiat, qui est très instantané et qui n'attend pas de conceptualiser, puisqu'en fait c'est la médecine qu'on a tous dans les tripes. Quand le médecin généraliste, il y a 2-3 générations, recevait quelqu'un dans son cabinet. Tiens, j'ai appris que ton père, il y avait eu ça. Tiens, j'ai appris que ton fils, il était parti à l'armée. J'ai appris qu'au travail, c'était pas terrible. On me l'a dit au bistrot. Il a déjà une partie de l'anamnèse qui est faite. Il est déjà dans le champ émotionnel. Il est déjà dans l'anticipation psychologique. Tiens, au fait, pour le petit dernier, on m'a dit qu'il avait le rhume. Mets-le au jus de fruits, c'est tout. Laisse-le se reposer, puis l'emmène pas à l'école. Pragmatique. Pas discours produit sur ordinateur avec une intelligence artificielle au bout du fil en vous disant quel traitement faire. Personne n'a envie de ça. Personne au monde n'a envie de ça. On a envie d'être touché en plein cœur, on a envie qu'on nous parle de nous, mais pas parce qu'on est narcissique, parce qu'on sait que c'est l'entièreté de notre être qui dysfonctionne. Que si je digère mal, c'est pas parce que j'ai un déficit enzymatique, c'est pas juste parce que j'ai un manque d'acidité au niveau gastrique, pas juste parce que j'ai un déséquilibre au niveau bactérien dans mon système digestif, dans mon côlon. Ce n'est pas ça en fait. À quel point j'ai pu m'auto-déréguler et dans quel contexte je peux m'auto-réparer, parce qu'il y a une loi qui s'appelle l'homéostasie. Quand elle est complètement rompue, il y a des réanimateurs qui sont là pour pallier organe par organe, pour faire en sorte que ça fonctionne. Et donc, il y a absolument besoin de cette médecine ultra technique, ultra technologique et d'expertise fine. Et en amont, sur la prévention, de pouvoir faire un travail de terrain assez long, pédagogique, ce que je disais de l'éducation à la santé, pour faire en sorte de désengorger les hôpitaux qui aujourd'hui pullulent de maladies chroniques dites de civilisation, c'est-à-dire on extrait l'individu de la civilisation et il n'y a plus d'apparition de problématiques. Je vais raconter une petite anecdote. J'étais en Guadeloupe récemment et j'y vais régulièrement et je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe hors contexte. Et en Guadeloupe, je ne sais pas si vous le savez pas, la Guadeloupe, c'est l'Union européenne. Mais pas tout le temps. Mais pas tout le temps l'Union européenne, notamment pour le chlordécone. Le chlordécone, c'est un pesticide qui est interdit dans l'Union européenne. Mais si vous avez des bananeraies et un peu de pognon, et que vous connaissez Jacques Chirac quand il est ministre de l'Agriculture, vous pouvez autoriser le chlordécone dans l'Union européenne. Et donc le chlordécone, ça accélère la destruction des plants au pied des bananes, etc. etc. Bref, en Martinique, en Guadeloupe notamment.
Sauf que ça pollue les sols, ça pollue l'eau, et c'est responsable des cancers de la prostate en Guadeloupe, cancer des ovaires, et donc il y a un pic de cancer, premier département en France au niveau des cancers, la Guadeloupe. Et donc ça a été arrêté, mais les sols sont pollués, etc., etc. Mais il y a de l'INRA, donc l'Institut national de la recherche agricole, qui a fait des études, notamment sur différents animaux qui avaient été mis sur des sols chlordéconés, donc qui ont mangé de l'herbe chlordéconée, qui ont picoré sur de l'herbe chlordéconée. Donc ils étaient bourrés de chlordécone. Et on les a mis hors contexte. On leur a mis sur des champs non chlordéconés. Et tous ont réussi à avoir des analyses sanguines sans trace de chlordécone. Alors c'était plus ou moins rapide. Sur les types d'individus, par exemple, les poules, c'était très rapide, et les bovins, moins rapide. Les poules, c'est très rapide. Alors, il n'y a pas d'explication, mais en tant qu'hygiéniste, je vous donne une bribe d'interprétation qui vaut ce qu'elle vaut. Peut-être que c'est la ponte qui fait qu'on se détoxifie parce qu'on sort. Ok. Et donc, sauf que l'article de l'INRA finissait comme ça. Et donc, c'est de dire, en fait, si on change l'individu de contexte, quand il baigne dans un environnement de pesticides, de polluants, etc., il peut se régénérer, comme le sol peut se régénérer. Là, il y avait la syntropie qui a été évoquée par notre ami juste à droite ce matin. Formidable outil de restauration, d'accélération des sols, et ça s'appelle la détoxination cellulaire. Donc, et ça, c'est l'espoir. Et donc là, ce qu'on est en train de vivre, de personnes qui sont bourrées de maladies chroniques dites de civilisation, eh bien, vu que la civilisation est en train de s'effondrer, à vitesse grand V, c'est aussi une opportunité extraordinaire pour refaire peau neuve, à tout niveau. C'est-à-dire que là, je me suis dit, tiens, je vais bouffer des fruits. Plus grande difficulté à trouver des fruits à Valréas, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, en fait. C'est quand même le truc le plus bête qui soit. Alors, donc, j'imagine qu'au mois d'octobre, vous êtes gavés de raisins, parce que là, il y a des vignes partout. Mais ça nous montre à quel point on est dans un schéma d'absurdité. Et lorsqu'on commence à remanger physiologique, on se rééquilibre. Et là, on vit des cabinets de médecine où les médecins ont le temps de faire le travail de médecin, de prendre non pas 10 minutes, mais 3 quarts d'heure, 1 heure pour faire un vrai bilan, des anamnèses, renvoyer vers les bons spécialistes, ou alors de savoir traiter par eux-mêmes. Et je pense que ce temps-là qui nous est donné de réfléchir et d'agir autrement va faire en sorte que par opportuniste, encore une fois, on va se mettre plus du côté de la prévention parce qu'on sait que si on dysfonctionne, on ne pourra pas se faire prendre en charge correctement, et qu'il va y avoir une nouvelle relation plus respectueuse envers le praticien de santé, où il ne viendra pas consommer de la santé, où lui, il n'aura pas l'impression d'intervenir comme un poinçonneur, et on va vraiment parler santé. Et ça demande juste un acte volontaire de part et d'autre, et où on va mettre l'humain au centre. Je ne viens pas attendre de moi que tu me donnes une pilule magique pour continuer d'être dans une errance où je bois n'importe quoi, je mange n'importe quoi, je respire n'importe quoi, je pense n'importe quoi, je vis n'importe quoi, et j'esquive mes émotions n'importe comment. Et donc ce moment-là, il est extrêmement joyeux. Et donc la deuxième réflexion, c'est comment il peut y avoir des forces d'opposition. Et donc je réfléchissais à ça, et j'ai sorti un documentaire qui s'appelle La science de l'homéopathie. Et donc j'étais avec Aurélie Collin, qui est dans le film sur les soins suspendus. Elle est homéopathe exclusivement désormais, et donc je réfléchissais à la prise de parole, c'est pourquoi il y a tant de violence sur l'homéopathie. Quand je sors une vidéo sur l'homéopathie ou quand je fais une newsletter, je reçois un torrent d'insultes, et donc je réfléchis à ça, je dis bon ok, la connerie est un droit, mais encore. Alors j'essaie d'aller plus loin, et hier on en parlait avec Barnabé aussi. Et ce matin, avec une personne avec qui on a parlé d'homéopathie devant les bouquins, je dis évidemment que c'est perturbant. On rentre dans un univers qui n'a plus les mêmes règles, l'univers quantique. Un univers d'information, un univers d'intention, un univers de non-matérialité. Donc pour la personne qui est arc-boutée derrière un système qui est uniquement matérialiste, où sa pensée est figée, cloisonnée dans une case Excel, c'est d'une violence intégrale, parce qu'elle peut être complètement dissoute avec cette pensée. Donc la première réaction, c'est la violence. Donc l'homéopathie, c'est-à-dire une bibie anecdotique qui ne sert à rien avec des traces de glucose, en fait, ça met en branle tout un système. Pourquoi l'homéopathie a été la première des médecines à être passée au crible de la surveillance des sectes? C'est parce que dans sa dimension intégrative de l'humain de manière globale, elle propose la relation
symbolique très forte comme un triangle entre le praticien de santé qui fusionne avec le patient qui doit fusionner avec le remède. Donc ça demande des anamnèses poussées, comment tu rêves, comment tu parles, comment tu as des tocs, comment tu respires, comment tu dors, comment tu hoquettes, comment tu trébuches, comment tu te grattes les sourcils, etc. etc. Ça ne sert à rien. Non, je dois comprendre, je dois fusionner avec toi, je dois me voir en toi pour sentir le remède qui va te permettre, par son information stimulante, de t'auto-guérir. Imaginez quand même qu'il y a eu des empoisonnements non, pas au chlordécone, Sri Lanka, désolé, arsenic. À l'arsenic, il y a eu épidémie d'empoisonnement à l'arsenic, l'eau était empoisonnée à l'arsenic au Sri Lanka, et les gens mouraient, c'est dégueulasse, les fins de vie en l'arsenic. Et donc là, il y a des homéopathes qui se sont dit, les semblables. Et donc Albert Claude Kemoun est parti avec de l'arsenicum, vous devez connaître, hein, en petite dose. Il a préparé sur place, il a formé des milliers de médecins, donné des doses d'arsenic, ils ont fait des études en proving. Donc, ils mesuraient les valeurs d'arsenic qui étaient excrétées par les urines avant la prise du traitement, et après la prise du traitement, il y avait 3 fois plus d'arsenic après la prise d'arsenicum album. C'est-à-dire qu'on doit trouver la solution au cœur même du problème, mais trouver la bonne dilution pour guérir. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, si ce n'est de trouver au cœur même du poison, au sens propre comme au sens figuré, la solution pour nous guérir. Donc, Covidum, je ne sais pas quoi, en dilution, je ne sais pas combien, est le remède. Le poison devient le remède, et cette science-là, qu'on veut enterrer, mais en fait elle a toujours été enterrée, parce que Hahnemann, de son vivant, a été persécuté jusqu'en France, et les homéopathes ont été persécutés également, et c'est le lot de tout ce qui est à l'avant-garde et qui sort de son champ pour aller vers l'autre, et donc évidemment qu'on va qualifier comme secte. Et donc c'est une réitération historique, je pense, qui est en train de toucher à sa fin, puisque aujourd'hui, la physique quantique arrive à valider ce que l'empirisme, l'observationnel, donc quelque part une démarche scientifique, est venu structurer sur plus de 200 ans. Et donc, pour moi, le fait que les homéopathes aient été les premiers à se faire dégommer en 2018 est le signe que nous arrivons à un aboutissement, un établissement d'une nouvelle médecine. Aujourd'hui, la science arrive à expliquer l'homéopathie, mais la science arrive à expliquer également le fonctionnement métabolique du jeûne. Tout comme elle explique l'application des émotions ou alors des champs énergétiques sur la perturbation du fonctionnement humain. Donc toutes ces personnes-là qui vont jouir d'une nouvelle légitimité avec le sceau de la science vont pouvoir se comprendre et échanger sur un terrain équitable pour structurer une médecine extrêmement scientifique. Et donc toute la fausse science qui est vendue, le maraboutage de seringues auquel on assiste depuis des années, il vit ses derniers instants parce qu'il ne pourra pas survivre à cette alliance de praticiens qui vont vouloir soigner avec des choses dont ils sont extrêmement compétents et pour lesquelles ils ont mis suffisamment de cœur à l'ouvrage pour résister à la tension extérieure. Donc c'est un tri qu'il est en train de se faire, à la fois sur les praticiens qui vont résister. Par exemple, là, il y a eu le congrès du jeûne, pas loin d'ici, peut-être que vous avez vu, auquel on m'a appelé, on m'a dit, nous t'appelons pour t'informer que tu ne seras pas invité, et en fait, tu ne seras plus jamais invité. Parce que tu vois bien. Alors, j'essaye de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière tu vois bien, mais j'imagine que c'est la bien-pensance. Et donc, cette tentative de structuration, s'il y a des gens de Jeûne et Randonnée ou d'autres, je vous aime, il n'y a pas de souci, mais enfin, voilà, ce qui se dit en coulisses, moi, j'ai pas peur de l'affirmer, hein, j'ai pas de subvention à prendre, à gratter ou de loge à gravir. Et donc, ce choix-là qui est fait en définitive, de se dire, je crois en ma pratique et j'y vais, mais je crois surtout en un modèle. Je ne vais pas dépendre de ma paroisse. Le milieu du jeûne, je m'en fous. Le milieu de la naturopathie, je m'en fous. Le milieu de l'hygiénisme, je m'en fous. Qui
a la puissance d'exprimer l'envie de soigner. Et donc, je suis ravi d'être avec des homéopathes, je suis ravi d'être avec des chirurgiens, je suis ravi d'être avec n'importe qui a à cœur de défendre sa pratique. Et l'aspect, pour moi, qui est fondamental, qui marque le moment pivot, c'est cette grâce qui a été offerte. Alors, il y a beaucoup de soignants suspendus qui me disent des fois on ne comprend pas, c'est bizarre Fabien. Je dis c'est une chance. C'est une chance qu'il y ait eu cette menace de la suspension. Ça a fait des dégâts, ça fait encore des dégâts. Ce matin, il y a une personne qui m'a dit j'ai mis 1 an et demi à lire ton bouquin. Et parce que c'était dur. Et donc, bien sûr qu'on est là-dedans. Mais c'est une armée de soignants d'avant-garde qui va être indestructible et qui sont tous en train de se régénérer. Qui peut dire que Louis ne pratique plus le soin depuis 2 ans? Personne. Il soigne autrement et à plus grande échelle qu'il n'aurait peut-être jamais pratiqué. Et donc pour moi, quand je dis ce sont des citoyens d'avant-garde, à double niveau, c'est l'avant-garde qui prend des coups, mais l'avant-garde qui résiste et l'avant-garde qui se renouvelle. Donc après les 2 ans de tournage et la diffusion de ce film, je ne vois que le dernier aspect du documentaire, celui qui est évoqué par les soignants qui ne veulent plus participer à ce système en décombre et qui sont en train de se structurer, de s'agréger à des groupes pour soigner localement ou avec une influence nationale sur une pratique de santé intégrative. Et c'est ça la beauté. Donc 2 ans c'est long, mais pour rétablir quelque chose de nouveau, c'est extrêmement court. Et il n'y a pas besoin de beaucoup de personnes, et il n'y a pas besoin de subventions, et il n'y a pas besoin d'une institution qui est en train de décortiquer des modèles de déploiement. C'est en train de se faire parce que les gens avaient déjà, tout le monde avait déjà ça dans les tripes. Et donc la meilleure chose à faire, c'est de montrer l'exemple pour que celui qui a envie de faire médecine ne soit pas dégoûté par la médecine et se dise je vais quand même le faire parce que je vais aller au bout. Et donc je reviens encore au film sur la science de l'homéopathie de Jean-Pierre Aoun. C'est qu'au sortir de la réalisation de son film, à 33 ans, il a décidé de faire médecine. Pourquoi? Pour être légitime à ouvrir un lieu de santé intégrative. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est du concret. C'est de l'extrêmement concret. Il y a des gens qui se renouvellent, il y a des gens qui quittent la médecine, qui quittent le bateau, qui font autre chose. Et il y a des gens qui reviennent dans le bateau autrement en disant moi je sais où je vais, je sais ce que je veux. Il est dans des services là où on lui propose de la cocaïne pour tenir le coup. Il en rigole, il me dit c'est ça la médecine? Je suis interne, je suis en 4e année, c'est comme ça que les gens tiennent le coup? Non, j'aurai ma clinique. J'aurai ma clinique de santé intégrative, je vais faire mon truc, je veux pas ça. Je veux pas que les soignants ils doivent se défoncer pour tenir le coup, pour faire tenir à bout de bras une institution qui est en train de les faire crever, qui est en train de crever elle-même et qui fait crever les patients. Et ça va se produire. Et donc ce message d'espoir-là, c'est pas quelque chose de vain comme une flèche lancée à l'aveugle, en se disant j'espère que, je croise les doigts. C'est manifestement en train de se structurer et partout. Donc voilà, derrière cette intervention, ce que j'avais voulu faire passer, enfin celle du film, et celle que je suis en train de faire maintenant, c'était de laisser cette intention-là, de dire j'ai, grâce à la crise, eu l'opportunité de rencontrer plein de soignants. La première fois qu'on a échangé avec Louis, on a fait une vidéo de 6 heures, on s'est reconnus autour de la santé. Et moi, je n'ai pas vu un anesthésiste réanimateur, et je ne suis pas sûr qu'il ait vu en moi un naturopathe. On a parlé d'humain à humain et de passionné de soins à passionné de soins, et c'est juste ce qui va rester. Ce qualificatif est le mien, n'existe que lorsque on est dans la pratique, et pour le reste, c'est d'une médecine populaire et humaniste. Voilà. Merci beaucoup. Vous voulez réagir sur ce que vient de dire Fabien? Il y a énormément de choses dans ce que vient de dire Fabien. C'est à la fois passionnant, c'est nécessité d'être médité un petit moment. À la fois cette idée que l'institution s'effondre, l'idée que les soignants suspendus sont comme une pierre sur le chemin qui marque une bifurcation. Vers quoi est-ce qu'on a envie d'aller? Certains ont décidé de rester dans le système, et pour certains ça a été extrêmement douloureux aussi. Donc on célèbre les soignants suspendus, mais comme vous l'avez dit, ceux qui sont aussi restés dans le système, les pauvres, et certains n'ont pas réussi à avoir un autre choix, à imaginer une autre façon de faire. Et peut-être c'est intéressant pour nous dans cette salle, c'est d'arriver à donner des idées, des imaginaires,
des envies d'une autre façon de faire aux gens qui sont autour de nous. De leur dire c'est beau. L'autre jour, Carole était avec ses internes et qui lui disent alors, vous avez été suspendu, c'est terrible et tout ça. Puis pendant quelques secondes, elle se pose la question, qu'est-ce que je leur raconte de ça? Je leur raconte pas de salaire, traîner dans la boue, ou je leur raconte le reste. Puis elle se met à leur raconter le reste. Ah, vous savez, nous, je pense qu'on n'a jamais bu autant de vin, mais on a bien rigolé. On n'a jamais rencontré autant de gens. On a rencontré Christian, on a rencontré Will, Stéphane, Fabien, etc. Enfin, il y a une richesse dans les rencontres. Voilà. Et elle leur raconte, puis eux, ils ont 20 ans, 25 ans. Et ils la regardent, ils font « Ah bah on a vraiment une vie de merde. » Et effectivement, les jeunes d'aujourd'hui ont une vie qui est pas drôle, quoi. Ils peuvent pas transgresser, ils peuvent rien faire, il n'y a pas de rigolade, tout est sombre, le ciel va leur tomber sur la tête, on va tous mourir, il y aura une guerre thermonucléaire demain, mais ils peuvent plus se soigner, ils font une médecine qui n'a plus de sens. Bon, et peut-être que c'est notre rôle aussi là, d'être ces porteurs d'espoir-là, et que la santé intégrative, c'est un de ces éléments-là. D'autant plus qu'elle était déjà présente. C'est quelque chose que je pourrais rajouter, c'est que ces dernières années, je l'ai raconté, mais vous savez, j'ai eu comme casquette d'être à la coordination de la mise en place de la certification HAS dans mon hôpital. Les procédures qualité, pour ceux qui connaissent un peu, quoi. Dans l'industrie, la norme ISO 9002, c'est un peu la même chose pour l'hôpital, quoi. Quelle taille fait votre IPN, est-ce qu'il est normé, etc. C'est la même chose, mais pour la santé. Est-ce que vous avez bien fléché les chiottes, est-ce que, mais sur toute votre activité, quoi. Donc ça, c'était une de mes missions. Et vraiment, les grilles d'évaluation, c'était pénible, quoi. Avec des éléments d'investigation obligatoires, les EIO, il n'y a que du jargon. C'est fait exprès pour paumer tout le monde. Dès que vous prenez les mots, vous prenez le pouvoir. Et donc, évidemment, la HAS avait pris les mots. Ça désigne ça, et vous comprenez rien, mais c'est bien. Justement, c'est rouge, c'est orange, c'est vert. C'est rouge, ok. Et puis je discutais beaucoup avec les gens justement de la certification. Et je vois apparaître une nouvelle méthode d'évaluation. Et là, la personne de la HAS me dit c'est formidable, c'est incroyable, c'est vraiment un progrès hallucinant, quoi, pour évaluer la qualité. Ah bon, c'est quoi? On demande aux patients. On fait des patients traceurs. Waouh! Ah, c'est comme ça que vous évaluez si le système de santé est bien et si les soins sont bien. Vous demandez aux patients. Ça a l'air sacrément révolutionnaire. Ben ouais, vous comprenez, on les interroge. Et pas que sur des scores de douleur de 0 à 10, attention, pas que sur des scores de nausée, pas que sur le score PCR qu'ils ont eu, etc. On leur demande leur avis, comment ils ont ressenti les choses. Waouh, je regardais la dame, je disais, waouh, c'est en train d'arriver là, ça y est. La HAS est en train de devenir complotiste. Et ils sont en train de virer fou, quoi. Ils osent aller sur le terrain de l'émotion, du ressenti, de l'expérience subjective, qui ne soit pas un objet objectivé, réifié, qu'on peut classer, mettre dans un tableau Excel, etc. Mais non, une étude qualitative sur le sujet. Et ça, pour moi, c'était un signe d'espoir énorme. Ça voulait dire, mais y compris dans ces structures qui sont complètement mortes, complètement atones, où les gens passent leur temps à appliquer des procédures, des process, des protocoles. Vous savez, les protocoles, c'est l'algorithme, quoi. Vous avez votre ordinateur, il ne marche pas, vous appelez « Allô, step 0, did you plug in your computer ?» Est-ce que vous avez branché votre ordinateur? Et puis après, il vous dit « Step 1, did you push the power button on ?» Est-ce que vous avez appuyé sur le bouton power? Et souvent, il a raison, quoi. Ça, c'est la centrale d'appel à Bangalore. Mais... Et c'est ça la HAS, quoi. C'est con comme un manche, quoi. Et ben non, là, justement, il y a de l'humain qui est en train de réémerger. Alors ça, c'était pour moi un premier signe d'espoir. Deuxième signe d'espoir, je vais voir ma directrice, je dis, il y a un truc qui est en train de se passer autour des chirurgiens et de la chirurgie, ça s'appelle la réhabilitation améliorée autour de la chirurgie. La quoi? La RAC. Ah, la RAC, c'est bien. Vous comprenez mieux quand je disais RAC, parce que réhabilitation améliorée autour de la chirurgie, c'était un peu trop dans des langages humains. Par contre, tu mets un acronyme, là, d'un coup, ah, RAC, ouais, c'est bien ça. Il y a un logo? Ouais, il y a un logo. On va faire de la RAC alors. Ah ouais, on va faire ça à l'hôpital, on va faire de la RAC. C'est quoi? Bah, c'est incroyable. C'est qu'autour d'une chirurgie, on met un chirurgien ensemble, un anesthésiste, le patient,
les infirmiers, l'orthophoniste qui va rééduquer après une chirurgie ORL par exemple, le stomathérapeute qui va s'occuper de la stomie après une chirurgie digestive, le kiné qui va permettre de se relever rapidement, le nutritionniste, des diététiciens qui vont permettre que les gens arrivent au bloc opératoire en meilleur état que ce qu'ils étaient avant, qui se nourrissent avant d'être opérés pour mieux cicatriser. Bref, mettre toute une constellation d'acteurs autour de cette traversée d'un acte chirurgical jusqu'à sa guérison. Avec de la préhabilitation, c'est-à-dire on prépare l'acte. Quelqu'un qui arrive, il a un cancer du poumon, il doit être opéré du poumon. On ne va pas se jeter dessus pour lui virer sa tumeur. On va l'envoyer voir un kiné, le rééduquer au niveau respiratoire, il va lui apprendre à tousser, il va le préparer pour tousser après sa chirurgie, etc. Il va lui redonner des muscles, le diététicien pareil, le renourrir, y compris la nuit. Le remettre à un niveau l'anesthésiste va le mettre à une hémoglobine à 14 grammes avant d'arriver au bloc, plutôt que d'arriver à 9 grammes et de se retrouver avec des transfusions à gogo, etc. et rincé. Bref, en fait, ça c'est déjà de la santé intégrative. Et c'est déjà dans l'hôpital, dans le système institutionnel. Et donc nous, avant le Covid, qu'est-ce que je faisais? Moi, j'avais mis en place un réseau de RAC, en ayant mis tout le monde autour de la table, avec un infirmier coordinateur, qui en plus discutait avec le généraliste ensuite, qui allait suivre le patient derrière, parce que d'habitude l'hôpital et la ville sont séparés, on va essayer de réconcilier la ville et l'hôpital. Et c'était déjà en place. Avec des parcours patients qui étaient tout à fait admirables, en fait, qui arrivent à des résultats super bons. Et donc, c'est comme si le Covid était venu essayer d'arrêter, d'empêcher ça. C'est aussi ce qu'a décrit Christian tout à l'heure en infectiologie et dans le handicap. Il mettait ensemble des chirurgiens, des infectiologues, des gens qui s'occupent de handicap, de la réadaptation, des gens qui s'occupent de douleurs, etc. Et en fait, c'est notre tendance naturelle. On a envie de s'assembler avec les autres pour discuter, pour faire le palabre en dessous du baobab et essayer de trouver la meilleure solution pour le village. C'est normal, ça, en fait. C'est le schéma normal. Ce qui n'est pas normal, c'est d'être coincé tout seul derrière son ordinateur à dire sur la ligne de Google, j'ai des symptômes, qu'est-ce que j'ai? T'as un cancer. Google te dit toujours que t'as un cancer. Il y a une blague comme ça. Et voilà, en fait, pour moi, la santé intégrative, c'est un peu ça. C'est renouer avec cette idée du dialogue fécond avec les autres, et y compris avec le patient, dans cette histoire, qui a souvent son avis sur la question, et qui a souvent expérimenté des choses que nous, praticiens, on n'est pas au courant et on ne va pas forcément lui demander et on ne veut pas forcément savoir. C'est très dommage. Et ça a été la force de l'addictologie aussi, de travailler sur les addictions, de mettre ensemble des praticiens, des soignants et des patients. Et de ne pas forcément mettre une étiquette d'emblée. De ne pas dire moi je suis le docteur et je suis tout puissant et moi je suis le patient et je ne sais rien. Au contraire, de laisser les gens parler et voir ce qui sortait. Et de se rendre compte que les patients, parfois, à force d'avoir expérimenté telle pratique, ils devenaient très bons, ils devenaient des patients experts. Meilleurs que les praticiens. On l'a vu dans le VIH, mais on l'a vu en addictologie, on l'a vu dans plein de sujets différents. Donc pour moi, c'est en cours, c'est en train d'arriver. Les outils numériques vont permettre d'accélérer, c'est-à-dire ce réseau WhatsApp dont je vous parlais tout à l'heure. Pourquoi on laisse Michel Simès être le coordinateur? Pourquoi on laisse Pfizer décider? Pourquoi on ne le fait pas nous-mêmes? Mais vous savez quoi, ça s'est déjà passé pendant le Covid. Tous les gens qui ont voulu savoir comment se traiter, ils ont su comment se traiter. Tous ceux qui ont voulu savoir qui étaient les vrais experts et qui étaient les faux experts, qui était un fact-checker et qui était Christian Perron ou Didier Raoult, ils ont su qui il fallait écouter. D'accord ? Tous ceux qui ont voulu trouver de l'ivermectine, de l'hydroxychloroquine, ils en ont trouvé, et y compris sur AliExpress. Parce que maintenant, pour 0,97 centimes, vous pouvez avoir 8 kilos d'ivermectine. Livré en 3 semaines, mais bon, faut être prêt à être malade dans 3 semaines. Pas sûr que le compte carbone soit génial, mais donc ça pour moi c'est extrêmement rassurant. Je l'avais dit à beaucoup de gens qui me disaient mais tu te rends compte quand même, on est en train de sombrer dans le totalitarisme terrible et tout. Tout est en train de se raidir. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un raidissement autour de l'institution. Et quand le Conseil de l'Ordre sort une directive en disant tout ce qui n'est pas la médecine qu'on connaît, c'est de la dérive sectaire, c'est intéressant, c'est un symptôme de notre société. Parce que les gens, ils parlent jamais que de leurs propres symptômes, de leur propre maladie. Vous avez remarqué quelqu'un qui veut dénoncer tel truc, comme si ça va pas, comme ça va pas, etc. En fait, souvent, il parle de lui-même. Et tout le monde parle jamais que de lui-même. Et quand le Conseil de l'Ordre parle de dérive sectaire, il est en train de parler de lui-même, en train de s'enfermer dans une dérive sectaire qui n'admet pas la contradiction. Merci beaucoup, Louis. Merci. Eh bien, on va passer maintenant aux questions avec vous.
À vous. Ouais, question. D'abord, merci à vous. Vous avez été nos héros pendant 3 ans et sans vous, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais sans vous, on ne serait pas là non plus. Exactement. Et c'est la deuxième partie de ma question. C'est maintenant, nous, tous, là, dans cette salle, qui venons profiter de votre présence, des concerts que vous nous offrez, de vos discours qui sont super. Qu'est-ce qu'on fait, nous, maintenant, dès aujourd'hui, concrètement, pour faire en sorte que les choses, elles avancent? Quels petits gestes on fait? Quelles sont nos compétences à nous, à moi, ici, à toi, ici, à chacun d'entre nous, pour que nous aussi, on soit des éléments qui, comme vous, fassions changer les choses? Merci à vous. Je prends avant Fabien. Merci déjà pour le côté héroïque, parce qu'effectivement, peut-être que ce moment-là, c'est une invitation à oser arpenter notre chemin de vie héroïque, quoi, à aller chercher le fil rouge. Qu'est-ce qui nous rend heureux, hein? Et comme on l'a dit aussi, on a dit personne n'a dit que ce serait confortable, hein. Et en même temps, il n'y a pas d'autre chemin. Sinon, on passe à côté de sa vie et vous serez condamné à la réincarnation, pour ceux qui croient à la réincarnation, quoi. Vous reviendrez en crotte de chien s'il faut, quoi, mais vous réincarnerez si vous refusez votre chemin héroïque, quoi. Donc, enfin, je parle pour Emmanuel, parce que tout le monde ne se réincarnera pas en crotte de chien, heureusement. À part. Mais, donc ça, c'est le premier point. Je pense qu'on est à ce moment-là où il nous est donné d'aller essayer et voir ce qui se passe, puis tomber, se relever, avoir des victoires, des défaites, tuer le boss de fin de niveau numéro 4, être terrassé par le boss de fin de niveau 666, et bon, ok, jusqu'à le terrasser nous-mêmes. Mais, et donc ça rejoint la réponse à la deuxième question, enfin la deuxième remarque, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vous qui savez, hein. Moi, j'en sais rien, quoi. Je suis incapable de vous dire. C'est dans vos mains, quoi. Et toute la stratégie, tout le travail de Réinfo Covid, ça a été de ne pas être un sauveur. De dire, il n'y aura pas de sauveur. Il est déjà venu. Moi, je suis catholique, voilà, il est déjà venu. C'est simple, hein. Donc, je ne suis pas dans une attente messianique. Je ne serai plus jamais dans une attente messianique. C'est comme ça. Je sais qu'il n'y aura que moi. Et c'est comme ça. Donc... Et quelque part, c'est très rassurant. Ça veut dire que ça ne dépend de personne d'autre. Il n'y a pas à attendre. Hein, c'est marqué sur son t-shirt. Il n'y a pas à attendre, parce que sinon, ça peut ne jamais se passer. Et vous savez quoi? En fait, ça se passe déjà. C'est-à-dire, si vraiment on donne le micro à chacun d'entre vous dans cette salle, je suis persuadé que sur le territoire de Valréas et autour, il y a un nombre d'associations, de foisonnement de possibles, de créativité, de fermement de solutions, qui est plus important encore qu'à Marseille. Alors que vous êtes sur un territoire qui est plus petit avec moins de population. Et que les gens sont déjà plus engagés dans cette transformation-là. Donc voilà, je botte pas en touche, hein. C'est vraiment, c'est à vous, quoi. C'est pas. Et toi, Fabien, que répondrais-tu? Évidemment, c'est dans la même lignée que Louis. Moi, en rejoignant Réinfo Covid, c'est parce qu'il y avait cette ouverture, cette non-politarisation, et puis le fait de ne pas être des sauveurs. Et donc, quand il dit c'est entre vos mains, moi je dirais c'est dans vos cœurs. Pour moi, c'est un mouvement qui est double, savoir ce qu'on a à faire, d'avoir ce temps de recueillement. On est beaucoup dans l'agitation, dans l'effervescence. On fait des fois plein de trucs, mais on ne sait pas si ce qu'on fait est vertueux. J'imagine que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. On est dans des collectifs, dans des assos, on fait des trucs, on fait des bidules et des machins. Et est-ce que c'est notre place? Est-ce qu'on se met vraiment au service? Est-ce qu'on perd du temps? Est-ce qu'on perd notre énergie? Est-ce qu'on est joyeux? Et je pense que dans cette déferlante où une actualité sordide ou effrayante ou terrorisante succède à une autre, savoir trouver des instants de paix solitaires, de recueillement, pour aller contacter dans la relaxation, dans la méditation, dans la prière, une certitude assez forte, même si floue, de se dire c'est ça mon truc à faire en ce moment. Et ensuite, je me mets en mouvement parce que je n'oublie pas que c'est très incarné ce que j'ai dans les tripes et que je dois me mettre en confrontation et que ça peut faire mal, que ça peut être long, que ça peut être douloureux, que ça peut venir taper des angles morts ou des zones d'ombre, des traumas, etc. Mais que grâce à cela, j'évolue, je grandis, ce qui est pour moi une des fonctions et une des raisons d'être vivant. Aujourd'hui, la seule proposition spirituelle dans ce monde déspiritualisé, c'est le transhumanisme. C'est-à-dire une religion aspirituelle. Et ben, moi, ce que je propose, c'est qu'en fait, on trouve en chacun quelque chose qui nous fasse vibrer par l'art,
La chanson, la poésie, le dessin, la reliance avec la nature, le contact des animaux. Chacun trouve ce qu'il fait vibrer. Et puis déjà, le cœur léger, le plexus détendu, on va forcément trouver nos espaces d'expression. Et il y a des gens qui seront emportés à aller loin de leur terre régulièrement pour aller faire X ou Y action. D'autres, ça sera très local. D'autres même, ça sera dans leur maison, de dire je vais récupérer mon père ou ma mère qui est en EHPAD, parce que je sens que c'est ça que j'ai à faire. D'autres qui devront peut-être aller faire découvrir les plantes médicinales autour de chez eux. Et d'autres qui devront monter des collectifs avec 50 000 personnes pour créer un mouvement de fond incroyable. Et donc ça part d'une intimité, ça part d'une acuité, ça part d'une délicatesse, ça part d'un instant de paix au milieu du chaos, et ensuite une certitude qui se pose, et que souvent, cette certitude qui s'installe, elle est un petit peu effrayante parce qu'elle va nous confronter aussi à certaines peurs. Ça a été tout le travail de Louis sur son dernier bouquin. Oui, on a peur, et je pense que c'est la seule émotion et la seule justification qui fasse qu'on ne passe pas à l'acte. Et donc, traverser la peur, le chemin, on le fait tout seul. Mais par contre, quand on en a plusieurs, on peut se taper sur l'épaule, on peut se prendre dans les bras, et on fonce. Merci beaucoup. Juste Alors, la seconde question. Oui, ici. Donc, il est vraiment intéressant de s'informer. Et je voudrais rendre hommage au Conseil scientifique indépendant qui, pour peut-être bientôt la 150e séance, le jeudi soir, nous informe. Et je vous conseille vraiment d'écouter parce que c'est extrêmement intéressant. Donc, c'est comme ça qu'on peut devenir patient expert aussi. Donc, c'est le jeudi soir, donc depuis le 2020, donc jusqu'à aujourd'hui, c'est pas fini. Moi, j'ai une question aussi. Ça concerne les prérogatives gigantesques de l'OMS. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, parce que ça devient gravissime, je pense. Ouais, alors sur le premier point, sur le Conseil scientifique indépendant, effectivement, on continue. Tout le monde est bénévole. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, voilà, c'est des gens qui sont exempts de conflits d'intérêts. Il y a beaucoup de gens qui sont derrière de corps et qui vous voyez jamais, mais qui font tout le travail de coordination technique, etc. Et sans eux, ça n'existerait pas. Et puis, il faut bien comprendre l'enjeu, parce qu'on a été très critiqué, parce qu'on ne parlait pas de graphène, parce qu'on ne parlait pas de ci, parce qu'on ne parlait pas de ça. Le Conseil scientifique indépendant s'est posé avec l'idée d'être dans une certaine prudence. Parce que son objectif, sa raison d'être, c'est d'être un outil au service des citoyens pour se réconcilier, pour pouvoir rediscuter ensemble. Et donc l'enjeu, c'est pas de parler aux tutelles, c'est pas de parler aux laboratoires pharmaceutiques qui sont des enfoirés, etc. C'est de parler aux citoyens et dire mais vous n'êtes pas ennemis les uns avec les autres. Vous n'êtes pas ennemis que vous soyez vaccinés ou non vaccinés, vous n'êtes pas ennemis, ce n'est pas vrai. Tout ça sont des prétextes futiles et grotesques pour vous diviser. Et tant que vous êtes divisés, vous n'avez pas le pouvoir. Et donc le CSI est un outil qui sert à remettre en lien les gens. Et donc évidemment, on ne va pas aller discuter ouais, il y a du graphène, on va tous mourir avec la 5G, etc. Non, c'est pas prudent. Peut-être c'est vrai, j'en sais rien en fait. Moi, j'ai pas de data scientifique pour le dire, mais c'est pas prudent et c'est pas efficient, c'est pas efficace. Vous allez voir votre beau-frère et vous allez lui dire il y a du graphène, on va tous mourir à cause des ondes 5G. Mais il a déjà du mal à penser que Emmanuel Macron ne voudrait pas le bien de la nation. Alors, ça va être compliqué d'aller plus loin quand même. Il va falloir y aller hyper mollo, il va falloir marcher sur des œufs, il va falloir ouvrir une première bouteille de vin, j'y reviens souvent, hein, vous comprenez. Mais allez, la deuxième bouteille de vin, peut-être, là vous allez dire, alors Gérard, on discute du Covid. Ah non, tu me gonfles avec ton Covid. Ouais, t'as raison, on s'en fout, ouais, resserre-moi un verre. Et c'est lui qui aura raison en fait. On s'en fout du Covid. On s'en fout. Donc le Conseil scientifique indépendant, il faut bien comprendre notre intention. Notre intention est de patiemment poser des briques, patiemment donner des armes, patiemment donner des outils pour rediscuter avec son collègue, pour rediscuter avec son beau-frère, pour rediscuter avec sa femme parfois, avec son mari. Il y a des couples qui sont séparés, voilà, avec ses enfants, pour arriver à réouvrir un dialogue avec ses propres enfants. C'est pas rien, quoi. Parce que pour nous, c'est ça le plus important. Alors, vous nous retrouvez bien sûr tous les jeudis soirs sur TF1. Sur 105.8. Alors, on est dans les bas-fonds de l'internet, hein, parce que évidemment, on est censuré à gogo.
Il y a un site internet, conseilscientifiqueindépendant.fr, en un seul mot, tout attaché comme ça se prononce. Sinon, vous pouvez le retrouver voilà, sur Twitter, sur Crowdbunker, sur Twitter, Crowdbunker, sur YouTube. Vous allez retrouver si c'est le plus facile YouTube pour vous, vous allez retrouver une bande-annonce. Et avec la bande-annonce, retrouver le lien pour un bon endroit. Voilà. Très bien, merci beaucoup Louis. Alors, Bonjour. une troisième question. Oui. Je vous écoute. Bonjour, merci pour l'exposé sur Le traité de l'homéopathie. l'OMS. Ah oui, il y avait le traité de Celui-là. l'OMS. Pardon, allez-y. C'est un gros sujet. L'OMS et One Health, c'est un très gros sujet. Peut-être Christian est un peu plus au fait que moi sur les subtilités juridiques. Et... en gros, on va passer le micro à Christian. C'est le bout de la prise de pouvoir supranationale sur les États. Tout à fait. L'OMS, qui est une belle institution après la Deuxième Guerre mondiale, ça avait été créé par l'ONU, financé au début par les États. Petit à petit, au fil des décennies, est devenu acheté par l'industrie pharmaceutique. Un plus gros financeur de l'OMS, c'est la fondation Bill et Melinda Gates, et puis la fondation Gavi, qui est l'alliance sur les vaccins aussi financée par Bill Gates. Moi, j'ai travaillé à l'OMS comme vice-président pour les vaccins pour l'Europe pendant plusieurs années, donc j'ai vu la colonisation progressive. Et maintenant, l'OMS est devenue une multinationale au service de Big Pharma. Et ce qui est très triste, c'est qu'un petit gars, comment il s'appelle? C'est Emmanuel, hein, tu m'as dit. Et d'autres qui sont d'accord pour signer pour que l'OMS soit au-dessus des États. Donc il y a ce fameux Tedros, le directeur de l'OMS, bon, qui a quand même un passé un peu sulfureux. Bon, il est directeur de l'OMS. L'OMS a changé les critères de pandémie. Moi, il y a quelques années, une pandémie, il fallait qu'il y ait des morts. Quand on lance une pandémie, j'enjambais des cadavres dehors. Maintenant, on peut déclarer une pandémie avec 0 mort. Donc si Tedros, dans son bureau à Genève, il s'ennuie, il vient de manger du chocolat, il dit tiens, il y a une nouvelle pandémie du lézard vert, on a vu un lézard qui a éternué, il va tuer toute la planète. Il pourra du jour au lendemain déclarer l'état d'urgence mondial au-dessus des États, au-dessus de tous les parlements. Et la France, parce que Macron est tout à fait d'accord, donc il va signer tout ça, d'un seul coup, on vous dira, il y a un risque sur les lézards verts, il n'y a pas de mort, mais vous allez tous mourir, donc on ferme les frontières, vous serez confinés. On a déjà préparé un traitement très efficace du virus du lézard vert que l'industrie a déjà fabriqué, qui est totalement testé en toute sécurité depuis 3 mois. Et ce sera obligatoire. Et là, ce qui est très grave, c'est que ce sera au-dessus des États. Alors, ils ont raté leur coup l'année dernière parce qu'à l'OMS, il fallait une majorité des 2/3. Ça, c'est pas passé. Donc, ils ont changé le mode de scrutin et ça va passer au mois de mai. Mai, c'est dans 2 mois. Et la majorité simple. Donc, il suffit de corrompre quelques étapes pour faire basculer le vote et c'est dans la poche. Et ça, c'est extrêmement grave. Les populations sont endormies parce que TF1 n'en parle pas. Mais c'est gravissime, c'est-à-dire que ça va être la suppression de la légitimité de tous les États. Il y aura une superpuissance aux ordres de Big Pharma qui pourra vous manipuler dans votre vie privée la plus intime. On pourra vous retirer vos enfants en disant que vous êtes des parents malveillants parce que vous ne voulez pas qu'ils soient inoculés. On pourra faire toutes les crapuleries. Et ça, c'est dans les tuyaux. Donc il faut vraiment que vous en parliez autour de vous, que vous alliez hurler auprès de votre député, votre sénateur. Parce que si ça se passe, c'est dramatique. Bon, j'espère qu'il y aura de la résistance, mais c'est quand même très inquiétant ce qui est en train de se passer. Voilà. Je rebondis, vous pouvez trouver de l'information sur le sujet sur un site qui s'appelle Door to Freedom, comme une porte vers la liberté, qui est fait par quelqu'un qui s'appelle Meryl Nass, qui est souvent avec nous à l'International Covid Summit, qui travaille beaucoup sur cette question du traité pandémie de l'OMS. Et vous pouvez retrouver auprès de Children Health Defense aussi, CHD Europe, où ils en parlent beaucoup. Voilà, nous, on n'a pas encore fait beaucoup de choses là-dessus au Conseil scientifique indépendant, mais ça viendra. François en a parlé, je pense, bon sens aussi. Et ok, ça a l'air inquiétant comme ça, mais comme d'hab, l'endroit où ça vous fait peur, c'est ça, c'est l'endroit où il y a de l'aventure, c'est la forêt, quoi. Ouais, c'est trépidant, quoi. Ça va être trépidant, en fait. On va pas s'ennuyer. Hein. Puis au pire, quoi. On en meurt. Mais on va en mourir, en fait, hein, de toute manière.
Donc autant bien vivre entre-temps, hein, c'est un peu l'histoire de la vie, quoi. Et probablement que ce qui vient, c'est pas tant pour vous dans cette salle, c'est pour tous ceux qui sont dehors et à qui on essaie de dire des choses depuis longtemps et ils entendent rien. Bon, bah faut crier plus fort et nous on n'a pas la voix, hein. Par contre le système il a la voix, hein. Quand il va commencer à mettre les gens en tôle pour pas un rond, il y a de plus en plus de gens qui vont venir dans cette salle. À la fin on fera des énormes routes. Ouais. Merci Louis. Alors une nouvelle question. On vous Bonjour, écoute. merci pour l'exposé sur l'homéopathie. Moi, je suis médecin homéopathe. Je suis déconventionnée, donc je suis assez tranquille par rapport aux négociations et tout ça en médecine générale. Grâce à toi, Fabien, je suis devenue vendeuse de DVD des suspendus au cabinet. J'en ai vendu plusieurs dizaines. Et ensuite, j'ai une question pour Louis. Est-ce que tu comptes retravailler en tant que médecin installé, enfin officiel? Et si oui, dans quelles conditions, comment? Vous voyez que j'ai une réponse toute faite, hein. Alors, j'ai plusieurs éléments de réponse. Le premier, ça touche à une question intime. Et pour moi, l'intime doit être protégé. Donc, je ne vais pas forcément partager avec vous tous mes états d'âme ni rien. Parce que c'est le problème de notre société aujourd'hui, c'est qu'elle confond l'intime et le public. Les gens essaient de résoudre leurs conflits sur Twitter. Ils ne vont résoudre aucun conflit sur Twitter. Un conflit, ça se résout de manière intime. C'est pareil, l'intime, pour moi, est la condition de la fécondité. C'est quand on reste à l'intérieur, dans un cercle proche, etc., qu'on peut arriver à trouver des pistes de solutions. Quand on reste avec soi-même, comme le disait Fabien tout à l'heure, dans cette intimité avec soi-même, qu'on peut arriver à entrevoir de la fécondité. Je vais le dire autrement, c'est dans le noir, dans la chambre des parents, qu'on fait les bébés. C'est pas sur Internet, avec un porno, dans tous les angles et tous les trous. Ça fait jamais de bébé, ok ? C'est un peu la différence entre la société qu'on nous propose, le panoptique, avec qui regarde tout ce que vous faites tout le temps, le moindre état d'âme du moindre youtubeur, etc. Le moindre état d'âme de votre chef d'État. Vous vous souvenez que le chef d'État, quand même, est allé comme ça pleurer depuis chez lui, j'ai le Covid, avec son écharpe, machin. C'est ridicule, quoi. Enfin, voilà. Et puis, quelque chose d'intime. La graine, elle ne pousse que dans un repli de la terre. Elle ne pousse pas si elle est au plein vent, en plein soleil, avec la rage du soleil et tout. Donc pour le moment, moi, je suis encore au stade de la graine. Je ne sais pas ce que je vais faire. Et tant mieux, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie, là. Et de plus en plus. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on regagne des degrés de liberté dans le futur. Si mon futur était tout tracé, oui, je serais réanimateur, anesthésiste dans le privé, même, c'est encore mieux. Je travaillerai 2 jours et demi par semaine, on me donnera 15 000 €, et puis j'aurai une belle baraque au Roucas Blanc avec une piscine et 3 bagnoles. En fait, je m'en fous de cet avenir-là, quoi. Il n'a aucun intérêt. Et donc, si cet avenir-là est mort, c'est tant mieux. Parce que moi, c'est comme le chien et le loup de La Fontaine, hein. Je préfère être hâve, pelé et courir en liberté que d'être gras et bien portant, mais avoir la trace du collier. Merci Louis. Alors, une nouvelle question. Ah, oui, merci de prendre la question. Donc, au niveau de cette médecine intégrative, j'aimerais le prolonger sur vraiment toutes les disciplines que nous avons autour de nous. Et je voudrais évoquer l'aspect de responsabilité individuelle, qui est pour moi une chose extrêmement importante. Nous sommes 100% responsables de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. C'est pour ça que ça demande un énorme travail de remise en question personnelle avant de pouvoir aussi travailler en collectif. Ça, c'est mon point de vue, et je voudrais savoir ce que vous pensiez sur cet aspect-là. Alors, je supervise des praticiens en naturopathie, débutants ou experts, tous les mois pour travailler sur ces questions philosophico-pratiques du lien entre le praticien avec lui-même, dans sa posture, qui peut aller vers le pouvoir, et donc de lui dire, tu dois être à la fois maître de toi-même, tu es un enseignant, tu es un pédagogue, tu es un praticien, tu es un soignant, mais si tu dépasses les 50% du chemin qui te mène à l'autre, tu prends le pouvoir. Donc tu dois initier l'autre
à lui-même, lui transférer des informations et lui donner un élan de motivation pour qu'il fasse les 50% du chemin restant pour qu'il y ait une rencontre vers le soin et que c'est le patient qui guérit. Parce qu'au final, que vous choisissiez un médicament purement allopathique ou quelque chose de complètement naturel, que le principe soit synthétique ou chimique, il est catalysé par un fonctionnement vivant, donc c'est de l'auto-guérison. Quand Louis balance de la noradrénaline dans un corps, si le corps n'est pas en mouvement, la noradrénaline ne va rien faire, ça sera inopérant sur le patient. Et donc c'est de dire, c'est l'auto-guérison. Il n'y a pas de soignant qui dit « j'ai guéri un patient ». Ça, c'est prendre le pouvoir déjà sur cette chose-là. Donc c'est une rééducation à la santé. C'est pour ça que le modèle proposé, extrêmement satisfaisant dans une société de consommation où on tente par tous les moyens possibles de le déresponsabiliser, fait que, assieds-toi dans un médicomaton, devant ton Monoprix, cale-toi au chaud, on va te scanner ta rétine, on va te prendre ta température, tes pulsations cardiaques, t'appuies, tu mets ta carte vitale, t'as un médecin conseil qui est chez lui, en slip, avec ses gosses qui jouent à côté, et puis il dit vous devez avoir ça. Il appuie sur un bouton, tu as une ordonnance qui sort, tu vas à la pharmacie. Ça, c'est le modèle qui est proposé, au prétexte que, ah merde, il y a une pénurie de vocation, il y a une pénurie de soignants, mais heureusement, l'industrie vous sauve. Et il y a un autre modèle qui est plus laborieux, qui est plus long, c'est de dire, vous avez un système dont vous êtes responsable. Ah merde, je suis déjà pas responsable de la voiture que je conduis, je suis pas responsable de ma famille, je suis responsable de rien, même pas de mon identité, et là on me demande d'être responsable de ma santé. Donc c'est un long chemin, c'est pour ça que ça passe par la pédagogie très abrasive, de dire ici, personne ne doit avoir le pouvoir sur votre santé. Personne. Personne. C'est pour ça que l'exemple de dire, c'est pas un jugement, c'est pas une incitation, mais c'est juste un exemple. Il y a des personnes pour qui l'acte thérapeutique sera de faire revenir les parents chez eux en constatant de la maltraitance. Encore une fois, on ne va pas repartir dans le détail du dessous-détail. Et la personne, simplement en étant en lien, pourra mieux s'emporter. Et donc, moi, ce que j'essaye de faire, notamment à travers Exuvie, donc ma maison d'édition, l'Exuvie, c'est l'enveloppe que laisse un insecte après sa mue. Et donc, du coup, cette existence-là que nous partageons tous, elle est faite de déception et de joie, de maladie et de guérison. Mais nous en sommes responsables. Nous sommes acteurs de tout cela. Et donc, on doit traverser des événements symptomatiques réitérés. Louis parlait de réincarnation. Mais en définitive, moi, j'appelle ça aussi un travail de conscience. Quand vous voyez des individus qui ont des plaques rouges manifestées, on leur dit je vais te mettre une pommade à la cortisone, t'as vu, t'as rien. Ou alors, je vais te mettre un macérat de plantain, et t'as vu, t'as rien. Ou alors, je vais te magnétiser, t'as vu, t'as rien. Ou alors, je vais te faire jeûner 4 jours secs et 3 jours à l'eau, et tu n'auras rien. Symptomatiquement, vous avez créé un état de rémission qui est pour moi très dangereux. Si vous formulez en disant tu es trop instable physiologiquement ou psychologiquement pour faire un travail de fond où tu vas comprendre la manifestation profonde de ce problème cutané, ok. Si par contre on n'est pas capable de comprendre que au-delà, parce que dans la tête d'une simplification, c'est de dire si c'est naturel c'est bon, c'est faux. Quelle est la cause fondamentale du trouble qui nous amène à avoir une dermatite ou des rougeurs? Et ça, c'est créer une responsabilité incroyable et une opportunité gigantesque. Je vais donner un exemple et je rends hommage au docteur Michel Furter, décédé récemment, qui est le plus grand soignant et le plus grand médecin généraliste que j'ai rencontré, exilé en Suisse parce que dénoncé par ses collègues dans tous les ordres où il est passé, du Poitou-Charentes à la Franche-Comté en passant par les Midi-Pyrénées. Il avait le malheur de soigner avec ses mains et avec l'argile, le salaud. Et il soignait avec une question. Quand quelqu'un venait le voir, il lui demandait où. J'ai mal à la tête. Où à la tête? Il cherchait la stase et la congestion. Et j'ai beaucoup échangé avec lui. Et je dis, mais en fait, avec le où, il faut dire le pourquoi. Il faut poser le pourquoi fondamental. Et là, on renvoie la personne à son intimité. C'est-à-dire, elle est en train de déléguer son pouvoir très loin. Je vais voir un inconnu dont je ne connais pas la pratique, dans l'attente et dans l'espoir
qu'il s'occupe, qu'il modifie la chose la plus précieuse qui m'a été confiée, mon véhicule corporel. Et donc une fois, j'ai eu une amie, qui a un fils de 8 ans, et au téléphone me dit, ben, tu sais, il a de l'eczéma depuis 8 ans en fait, et je voudrais bien savoir. Je dis, bah, tu sais, c'est dur, hein, je peux pas te faire, c'est pas sympa de te donner un conseil comme ça, mais enlève le gluten produit laitier, ça fera déjà son effet, puis à l'occasion tu passes et puis on voit. Et donc elle m'appelle, me dit, oui, ça a diminué de 2 tiers, il est content, ça le gratte moins, il est moins irrité, d'accord. Il y a un apaisement symptomatique. Le petit vient, elle accompagne son fils, et je lui dis, bah, pourquoi tu viens? Je ne m'adresse pas à la mère, je m'adresse à l'enfant, c'est lui qui a le symptôme. Il me dit, bah, j'ai de l'eczéma. Quelle question je lui pose? Pourquoi? C'est con, hein? Sauf que lui, il n'a pas encore eu le temps de développer une potentielle connerie. Il a encore la puissance, la pertinence, la joie et l'alignement de l'enfant. Et il me répond, c'est à cause de papy, j'ai oublié le prénom. Et là, je vois la mère qui se liquéfie. Et je dis, bah, pourquoi papy? Bah, il est mort quand j'étais dans le ventre de maman. Et la mère commence à pleurer. Et je dis, comment ça s'est passé la mort en fait? Et il est mort de manière très violente pendant la grossesse. Donc, et l'enfant est né couvert d'eczéma, pied à la tête. Et je creuse sur le lien d'intimité et je dis, ben, tout le monde lui dit qu'il ressemble à mon père. Et donc, ah, ben, t'as les yeux de papy truc. Réitération, je dis, est-ce que ça serait possible qu'on ne lui parle plus de son grand-père, qu'on enlève des photos? L'eczéma. Un exemple, j'en ai des centaines et des centaines et des centaines. J'aurais pu dire, on va enlever le gluten, on va enlever les produits laitiers, on va enlever le sucre, on va enlever les grignotages. On va mettre des pommades à base d'argile mélangées à de la cire d'abeille, mélangée à de l'huile d'olive, en apaisement tous les soirs. Vous allez voir un magnétiseur tous les 10 jours, une pommade au plantain pour aider la lymphe à se drainer. On aurait pu faire ça, il y aurait eu des effets. Est-ce que lui, au tréfonds de son être, il aurait senti la guérison? Non. Parce que le symptôme se serait reproduit à un autre endroit, comme une métastase invisible pernicieuse, pour s'exprimer autrement, pour qu'il ait la chance de dépasser cette émotion primitive qui, quelque part, l'étrangle à exprimer sa vraie individualité. Ça, c'est la guérison. Si on ne donne pas à l'individu les clés pédagogiques de comprendre que la santé, elle est multifactorielle, que lui-même est multicouche, qui porte un héritage infiniment plus grand que ce qu'il est aujourd'hui à l'instant, il ne pourra pas guérir. Et donc, ça nous invite à nous mettre en lien, à travailler sur nous-mêmes, à ouvrir notre esprit, à ouvrir notre conscience, à nous confronter à l'inconnu, puis à se dire, c'est moi qui décide, et si là en ce moment je me sens trop vulnérable, je me protège et je remets à plus tard, mais ce n'est pas parce que je suis un peureux, c'est parce que je fais acte de prudence et que j'ai tant de vivre, j'ai tant de guérir, et que la souffrance, eh bien, aussi c'est une initiation qui me permet de grandir et de devenir un individu plus fort, qui va pouvoir partager autour de lui sa conception de la vie qui n'est pas une vérité mais qui est une inspiration pour que d'autres puissent prendre leur place, avoir le courage et la détermination de se dire j'ai un véritable pouvoir. Donc traité de pandémie ou non, rien à foutre. On trace, on fait ce qu'on a à faire et puis qui nous aime nous suivre. Merci beaucoup. Merci Fabien. Écoutez, on arrive à la fin de notre table ronde. Beaucoup de choses ont été dites. Merci à tous les deux. Est-ce que vous voudriez rajouter une dernière chose avant de clôturer? Je ne vais pas parler de vin, promis. Non, par contre, on parle de santé, et puis on part dans une question presque spirituelle, au fond, de notre rapport au monde, notre rapport aux autres, et que ça a un lien direct avec la question de la santé. Et en même temps, comme dirait l'autre, je ne fais pas une fixation, hein, et en même temps, nous sommes des êtres de chair et de sang incarnés, des pauvres êtres humains fragiles sur Terre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être c'est cette fragilité qui est notre force, c'est cet accord perdu initial, notre imperfection qui fait notre beauté. Et que ça nécessite d'aller retravailler assez profondément notre rapport même à la maladie, à la vieillesse et à la mort. Au fond, est-ce que être malade, vieillir et mourir,
c'est pas notre chance. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Merci à Louis. Merci à vous pour votre présence. Eh bien, place au vivant, place à la musique, place à la fête. Et maintenant, on accueille sur scène donc Ingrid Courage, Eris Carbarou et Wilfried Barrueco pour fêter cette fin de festival ensemble. Merci beaucoup pour votre présence.